meilleurs moments du top 14 et les plus beaux essais. GMF, assurément rugby, assurément humain. Merci de nous retrouver pour Jour de rugby. Après ce multi-rugby palpitant, angoissant, stressant, trépidant et absolument passionnant, voici les principales informations à retenir de cette 26e et dernière journée du top 14. La dernière équipe qualifiée pour les demi-finales est le Biarritz Olympique qui a battu Castres, l'équipe qui participera en 6e place à la Coupe d'Europe que les clubs français disputeront finalement la saison prochaine. Vous voyez Thomas Lièvremont porté en triomphe pour son dernier match à Aguilera, mais pas avec le Biarritz Olympique. Biarritz donc en demi-finale. Le tableau des demi-finales d'ailleurs, tiens, c'est l'information suivante, est théoriquement prévue. Le Stade français affrontera le Biarritz Olympique. Ce match aura lieu vendredi soir à partir de 20h30 en direct sur Canal+, au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Toulouse affrontera Clermont au Stade Vélodrome de Marseille, samedi 17h en direct sur Canal+, également. Confirmation à suivre de la part de la Ligue nationale de rugby. Le 6e club français qualifié pour la Coupe d'Europe après Paris, Toulouse, Clermont, Biarritz, Perpignan sera Bourgoin. Bourgoin a devancé Montauban et les Bergaliens seront donc en Coupe d'Europe comme les Toulousains la saison prochaine. Voilà Perpignan et Bourgoin, mais Perpignan, on le savait. Et puis donc la très grosse information de la journée après Narbonne, c'est donc le club d'Agen qui sera relégué en 2e division en Pro D2. Agen a été battu sur sa pelouse par le leader du championnat, le Stade français qui va rester pour la 26e journée consécutive leader. Agen, c'est un monument du rugby français qui tombe en Pro D2. La Pro D2 avec Béziers, avec Toulon, avec Mont-de-Marsan, tout un tas d'autres grands noms du rugby français. Agen y sera l'année prochaine. Et la première réaction que nous allons recueillir après la descente d'Agen, c'est celle d'un illustre Agenais, légende du rugby agenais, consultant sur Canal bien évidemment, Philippe Sella. Philippe, ça m'attriste un petit peu de vous donner la parole en ce début de jour de rugby. Je suppose que vous êtes très ému, vous êtes à Biarritz, vous avez commenté Biarritz-Castres avec Frédéric Viard. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir au fond de vous en sachant votre club de toujours en Pro D2? C'est un sentiment de tristesse énorme puisque c'est un club qui a une culture forte, un club qui a fait, je pense, vibrer toute une ville, une région, la France, même au-delà des frontières et de l'Europe. Et ce club, de cette culture, il arrivait à l'exporter, à être aimé, à se faire aimer, même s'il y avait des controverses par moment. Et tout cela va disparaître, espérons, le moins longtemps possible. Mais c'est une réalité, certainement pas une fatalité, le fait de tomber en Pro D2 comme ça. Donc ça m'attriste surtout pour tous ceux qui ont cru au club, tous ceux qui ont donné, qui n'ont peut-être pas eu toujours le retour de différents acteurs. Et donc, à un moment donné, dans une équipe, dans un club, il est important qu'il y ait un état d'esprit, de la solidarité. Et quand je vois les Bayonnais, quand je vois les Albigeois, les Montalbanais, les Montpellierins, c'est beau de voir aussi des joueurs qui sont simples, qui sont humbles et qui se régalent et qui chantent et qui passent de bons moments ensemble. Donc c'est un petit peu ça. Peut-être qu'on a perdu un peu, chacun reste un peu dans ses positions durant l'année, alors qu'on entendait qu'il manquait peut-être un peu de communication. Et en fait, la solidarité, ce pas vers l'autre, c'est aussi ce partage qu'on a besoin dans tous les milieux, mais aussi et surtout dans les équipes de rugby. Donc voilà, je suis un peu triste pour ceux qui ont donné, qui n'ont pas reçu au retour. Mais bon, maintenant il faut vite relever la tête aussi. Je veux dire que j'en ai des frissons un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut vite relever la tête parce que il y a d'autres clubs qui sont descendus, certains sont déchirés, d'autres ont réussi à remonter rapidement. Il y a des exemples avec Auch notamment. Et quand je pense à Auch, je pense à Henri Broncan qui doit être heureux par rapport à son club de Auch et malheureux par rapport à son équipe d'Agen. Et donc il va faire un petit peu l'ascenseur, mais voilà, c'est autour de lui, autour de Daniel Dubroca, c'est voilà, qui est de cette solidarité, cette volonté d'entreprendre ensemble pour rapidement se mobiliser et revenir en top 14. Philippe, pour cette réaction.
tous les abonnés de Canal qui connaissent votre intégrité salueront évidemment votre émotion. Est-ce qu'on a des images d'Agen, puisque nous aurons en fil rouge évidemment dans le jour de rugby Stéphane Etcheverry, Yann Chabenat auront l'antenne ouverte tout au long de cette émission pour voir la désolation qui règne dans les tribunes d'Armandie. Certains supporters sont au téléphone portable pour commenter la terrible journée qu'ils viennent de vivre et petite ironie de ces drapeaux roses du stade français qui, et les Parisiens d'ailleurs, sont au décrassage pour certains qui fleurissent sur la pelouse d'Armandie, qui connaîtra donc pour la première fois la saison prochaine la Pro D2. Agen n'était jamais descendu. On va vous montrer d'ailleurs quelques images des grands joueurs historiques d'Agen pour bien vous rappeler ce que représente Agen dans le rugby français. Agen fut le club d'Albert Ferras, ancien président de la fédération, de Guy Basquet qui a longtemps lui aussi présidé au rugby français dans son ensemble et aux destinées du Sporting Union Agenais. Daniel Dubroca, aujourd'hui président Agen, c'est 8 boucliers de Brennus, 6 challenges du Manoir. Pierre Berbizier, évidemment, a joué avec l'équipe de France lorsqu'il était sous le maillot d'Agen. Et puis d'autres très grands noms du rugby français. Dominique Herbani, qui était de la première finale de la Coupe du Monde en 87. Évidemment, Philippe Sella et ses 111 sélections, mais aussi d'autres grands noms comme par exemple Philippe Benetton, Agen sinistré, ville sinistrée, Abdel Benazi bien évidemment qui est aussi consultant sur Canal. C'est terrible ce que viennent de vivre les Agenais aujourd'hui. On en reparlera dans quelques minutes dans ce jour de rugby où nous allons voir tous les essais, toutes les réactions bien évidemment dans les vestiaires de tous les terrains du top 14. Nous allons partir pour commencer, pour voir notamment des matchs sur lesquels on ne s'est pas trop attardé lors des multi-rugby. Du côté de Montauban, Montauban-Clermont, c'est Nicolas Souchon que l'on va retrouver là-bas. Les Montalbanais étaient assurés du maintien, pouvaient avoir une chance d'Europe et Clermont avait envoyé une équipe bis qui s'est pas trop mal débrouillée. Nicolas, racontez-nous ce match. Oui, effectivement, avec Sapiac tout d'abord qui était prêt à faire la fête, surtout pour fêter cette superbe saison de Montauban. On n'attendait pas les Montalbanais promus si haut cette saison. Et de fait, il y a eu dans cette rencontre avec une ouverture du score rapide sur une pénalité de Péclier pour Montferrand. Mais derrière, la réaction immédiate, vous le voyez avec ici Damien Dufaux qui est en train de percer à travers toute la défense de l'ASM. Dufaux qui va être repris in extremis. Derrière, on parvient à passer les bras, mais voilà, une action avortée. Mais en tout cas, c'est la révolte. C'est après une demi-heure de jeu de la part de Montauban. Et ensuite, eh bien, le travail montalbanais va être payé, surtout cette envie de jouer de la part de Montauban. À la 33e minute avec le premier essai de Montauban, il est signé Marc Reynaud qui se retrouve soutenu et poussé par Clarkin sur une pénale touche. L'ancien de l'ASM qui est poussé donc dans l'embut et donc Montauban prend l'avantage dans cette rencontre pour mener 5-3. Montauban qui va attaquer la deuxième période exactement comme il avait terminé la première avec encore Dufaux. Derrière la croisée pour Denis Setch, la percée de Setch qui n'est pas repris. Setch qui va aller aplatir entre les poteaux. Voilà, on est reparti comme en fin de première période. Deuxième essai de Montauban et quatrième essai personnel de Denis Setch cette saison. Montauban mène alors 12-3 sur ce superbe travail et surtout sur les cannes. Vous voyez, comme personne ne peut le reprendre, que ce soit Baye ou que ce soit Troncon, Setch parvient à aller aplatir. Donc 12-3, tout va bien pour Montauban qui doit toujours croire à cette H-Cup. À la 56e minute, un petit tournant avec l'expulsion de Marc Reynaud, le premier marqueur d'essai dans cette rencontre. Une expulsion qui va être assez lourde de conséquences. Évidemment, à 14 contre 15, alors que Montferrand est au plus fort de sa domination, eh bien, les Montalbanais vont souffrir avec cette superbe feinte de passe de Baye. Et derrière, eh bien, c'est l'essai marqué par Grant Esterhuizen qui arrive lancé. Premier essai de Montferrand, Esterhuizen qui était un des deux titulaires de la finale du challenge européen, qui était titularisé ce soir à l'occasion de cette dernière journée du top 14 avec, vous voyez, cette superbe feinte de la part de Baye qui était à l'ouverture pour la deuxième fois de la saison. Et Montferrand, oui, n'est plus mené que 12-8. 4 minutes plus tard, on retrouve la malice de l'ancien de l'international italien Alessandro Troncon sur une pénalité rapidement jouée. Troncon qui profite d'une défense encore en train de discuter pour permettre à Clermont de reprendre l'avantage 15-12 dans cette rencontre après la transformation de Péclier. Une dizaine de minutes assez folle avec toujours en infériorité numérique Montauban qui ne veut pas lâcher devant son public. La percée de Cédric Gracia, il parvient à donner à Setch qui ne commet pas d'en avant selon l'arbitre. Et derrière, eh bien, on vient aplatir pour Michael Echeverria, son deuxième essai cette saison. Alors une petite discussion entre les arbitres, mais l'essai va bien être accordé à Michael Echeverria.
Ça permet à Montauban de reprendre l'avantage 19-15 puisque cet essai est transformé. On vous rappelle que Montauban, après cette perciée de Garcia, était en infériorité numérique à 14 contre 15. Et puis derrière, ce geste un peu gag, cette passe un peu gag de la part de Denisec, mais surtout Echeverria qui lui était présent et a été surtout plus prompt qu'Alessandro Troncone. Mais en toute fin de rencontre, Alexandre Péclier va permettre à l'ASM de prendre un avantage définitif puisque la défense de Montauban s'est mise à la faute et finalement l'ASM va s'imposer 21-19 sur cette pénalité de Péclier. Montauban va bien essayer de sonner la révolte, mais Alexandre Péclier avec sa botte va permettre à l'ASM de s'imposer 18-19 d'abord, 21-19. Voilà, c'est l'ASM qui finalement déjà assuré de sa place de demi-finaliste qui s'impose dans cette rencontre 21-19. Mais Montauban, encore une fois, aura fait plaisir à son public de Sapiac, lui aura rendu hommage avec une très belle rencontre et tout de même 3 essais inscrits. Si Nicolas, très beau parcours de Montauban et félicitations aux Clermontois, vainqueurs du challenge européen, qui sont donc en demi-finale. Ils affronteront Toulouse samedi à Marseille. Ce sera en direct à 17h sur Canal+. Image d'Agen, non pas les vestiaires agenais qui bien évidemment sont fermés, mais les vestiaires parisiens. Les Parisiens, leaders du top 14, avaient dit qu'ils joueraient le jeu, qu'ils voulaient rester premiers toutes les journées des championnats. Ils l'ont fait, ils ont réussi en gagnant à Agen. On va les retrouver tout à l'heure aux côtés de Stéphane Etcheverry. On va prendre maintenant la direction de Bourgoin où les Bergaliens qui visaient la Coupe d'Europe recevaient le Stade Toulousain. Philippe Groussard est dans les tribunes de Pierre Rajon qui a vécu un petit événement puisque chaque fois que Bourgoin perd à Pierre Rajon, et c'est le cas aujourd'hui Philippe, c'est un événement. Oui, c'est vrai, avec une équipe Toulouse qui a même envoyé une grosse équipe, puisque Guy Novès avait pris l'initiative d'aligner d'entrée des garçons comme Fabien Pelouse, également Frédéric Michalak, avec juste derrière lui Vincent Clerc, Poitrenaud, Fritz, également titulaire. Du côté bergalien, on le disait, il faut un point pour assurer la place en Coupe d'Europe. Avec le départ de Julien Bonner en cette fin de saison, pas mal de joueurs vont partir, Guillaume Boussès notamment. On retrouve les Bergaliens à l'attaque avec justement Guillaume Boussès qui est pris à quelques mètres de la ligne, qui retrouve Para qui évite un plaquage. Il va pouvoir transmettre à Florian Denos qui vient au soutien pour le premier essai de cette rencontre. Il aura fallu attendre tout de même 21 minutes dans ce match pour voir le premier essai. Il est inscrit par Florian Denos après la pénalité réussie par Benjamin Boyer en début de match. Ça fait 8-0 en faveur de Bourgoin. La réponse des Toulousains ne va pas tarder. Toulouse qui cherche à prolonger sa série de 6 victoires consécutives. Michalak qui tape une chandelle qui va atterrir dans les 22 mètres bergaliens. La réception n'est pas très bien assurée. Ça retombe dans les mains de Lambolé. Lambolé qui transmet à Courant pour Nyanga. Nyanga qui accélère, qui transmet à Claire. Claire qui tente de garder un débordement. Il est pris avant de sortir en touche. Il fait le chistera pour Florian Fritz qui va aplatir en force le premier essai des Toulousains. Un essai qui sera transformé. Toulouse revient à une petite longueur des Bergaliens, 8-7, alors que l'on joue depuis 28 minutes dans cette rencontre. Et on revoit cet essai en force de Florian Fritz. Une pénalité de chaque côté pour Boyer et Courant. 11-10 à la mi-temps. Côté toulousain, il y a du monde sur le banc avec du Sautoir, Josion, Maca entre autres. Début de seconde période, pénalité pour Benjamin Boyer qui porte l'avance des Bergaliens à 4 points, 14-10 après seulement quelques secondes. Et puis juste après, un carton jaune pour Yann David à la suite d'un marque de Vincent Clerc. Il a voulu relancer tout de suite, mais Yann David n'était pas à 10 mètres. Il est donc sanctionné par monsieur Gastou qui lui donne un carton jaune. Bourgoin va jouer à 14 contre 15 pendant 10 minutes, mais Bourgoin ne va pas céder le moindre point pendant ces 10 minutes en infériorité numérique. On revoit ici la faute de Yann David. Au retour de Yann David sur la pelouse à 15 contre 15, on retrouve les Bergaliens à l'attaque avec une tentative de drop de 50 mètres de Benjamin Boyer. Le drop qui passe entre les perches. 3 points de plus pour Bourgoin qui mène alors 17-10. On joue depuis 64 minutes dans cette rencontre. Une pénalité de chaque côté. Michalak pour Toulouse, Boyer pour Bourgoin. 20-13 pour les Bergaliens. Et on est maintenant dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Et on trouve les Toulousains à l'attaque avec Michalak en position de demi-mêlée pour Dubois. Dubois pour Josion. Josion qui réussit à transmettre à Dubois. Dubois qui trouve qu'une avare un petit peu miraculeusement. Clément Poitrenaud pour Vincent Clerc en bout de ligne. Le décalage était fait. Essai pour les Toulousains en coin. La transformation sera ratée par Michalak. Toulouse revient à 2 points. 20-18. Il reste maintenant quelques petites secondes. Ballon sorti pour Jeff Dubois qui tente le drop quasiment à la sirène. Ça passe entre les barres. 3 points de plus pour les Toulousains qui à la dernière seconde vont chercher la victoire et s'imposent 21-20 grâce à Jeff Dubois. Christophe Urios et les Bergaliens auraient aimé partir sur une
victoire, mais c'est finalement Toulouse qui s'impose 21-20. Et Julien Bonner, lui aussi, avant de partir, aurait souhaité une dernière victoire. Lui qui est arrivé à Bourgoin en 99, eh bien, il quitte ce club sur une défaite. Il va rejoindre Clermont la saison prochaine. Merci Philippe Broussard, mais Bonner avec Clermont, lui, puisqu'il jouera à Clermont, mais Bourgoin jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et les Toulousains sont en forme parce que gagner à Bourgoin juste avant les demi-finales est la preuve que le Stade Toulousain est véritablement l'épouvantail de cette fin de top 14. Agen, direction Agen, une image d'un glorieux ancien du Sporting Union Agenais, le pilier Jean-Louis Tolo, que je devine, oui, avec son nez cabossé, c'est bien lui, qui fait partie de ces anciens, marqués aujourd'hui par la relégation d'Agen. On va y partir à Armandie d'ici quelques minutes. Direction Albi, Narbonne, où Rodolphe Pires a vécu très rapidement dans cette journée le soulagement du maintien des Albigeois, Rodolphe, parce qu'ils ont marqué leur 4e essai très rapidement. Je suppose que c'est la grande fête dans les vestiaires. Rodolphe, c'est à vous. Dans le vestiaire albigeois, bonsoir Eric, bonsoir à tous, je suis dans le vestiaire albigeois où évidemment vous vous en doutez c'est la joie et le soulagement, explosion de joie évidemment après le maintien de cette équipe d'Albi, les albigeois qui recevaient donc des Narbonnais pour cette dernière journée, des albigeois qui devaient impérativement marquer les 5 points, une victoire ça ne suffisait pas, il fallait aussi le point de bonus. L'équipe de Narbonne qui se présentait face à l'équipe du Sporting Club albigeois a été certes diminuée avec quelques joueurs cadres qui n'étaient pas présents, Rosalène, notamment Tomiki, le 3e ligne qui n'était pas là, Candelon non plus. Du coup, eh bien, ce sont les joueurs d'Albi qui vont démarrer cette partie à fond avec ce ballon pour Mensa Coker, l'ailier canadien qui est plaqué à l'intérieur des 22 mètres, un ballon pour André Hour et le Sud-Africain qui va aller inscrire cet essai. Et c'est marqué par les Albigeois dès l'entame de cette première période. Ils n'ont absolument pas attendu avant de marquer ce premier essai avec Mensa Coker plaqué ici. Bon retour défensif et André Hour qui récupère ce ballon pour inscrire un premier essai. Un essai qui sera transformé 7-0 pour l'équipe d'Albi dès l'entame de cette première mi-temps. La force de l'équipe du Sporting Club albigeois, c'est avant tout la mêlée. Cette mêlée qui a fait si mal au club du top 14 cette saison. Le ballon est cafouillé par la mêlée narbonnaise, récupéré par Johan Miss qui inscrit le 2e essai de l'équipe d'Albi. Le paquet d'avant albigeois qui aura mis à mal beaucoup de clubs cette saison. L'équipe de Narbonne diminuée en première ligne n'a pas fait exception. Un ballon pour Dimitri Seigno qui en chutant peut transmettre ce ballon à Johan Miss et s'est transformé déjà 14-0 dans cette première période avec un ballon pris sur ce lancer en touche à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe de Narbonne par Johan Miss. Le groupe est pénétrant qui avance, l'équipe d'Albi qui va se trouver à l'intérieur maintenant de cette zone rouge narbonnaise et c'est marqué par Michael Laduy qui va tirer sa révérence ici à Albi pour aller rejoindre le club de l'USAP, admirer le travail du paquet d'avant. Effort collectif qui sera sanctionné par un essai, nouvel essai albigeois. Ça va mal pour l'équipe de Narbonne qui ne voit absolument pas le jour dans cette première mi-temps. Le ballon pour André Hour, meilleur qui est plaqué, on est à 5 mètres de la ligne là maintenant et un essai marqué par Sébastien Pagès. Et c'est inscrit et ce signe de Daniel Blache en direction sans doute d'Éric Béchu qui signale que l'équipe d'Albi vient d'inscrire le 4e essai et c'est synonyme de points de bonus. Les Albigeois qui grâce à l'essai de Sébastien Pagès qui vient d'inscrire un essai qui permet donc à l'équipe d'Albi de réaliser le vœu le plus cher de ce public du stadium, à savoir le maintien dans ce top 14. Éric Béchu évidemment est content, Daniel Blache aussi, c'est une victoire de tout ce club et ces joueurs et ce public qui ont communié toute la saison pour permettre à Kissipoulou lui aussi de quitter le club avec une victoire et le maintien. Éric, c'est une... Excusez-moi, hein, je vous dérange. Éric, c'est une victoire qui a un parfum à la fois d'immense joie, de soulagement aussi, avec 45 points avant de démarrer cette partie. Pourtant, un très bon résultat malgré tout, 10 victoires. C'était pas gagné face à Narbonne. Oui, c'est vrai, on aurait pensé à la trêve qu'avec 5 points de plus, on aurait été maintenu, mais il est vrai que les résultats, les très bons résultats de Brive, de Bayonne, qui étaient pas bien classés à la trêve, ont fait que, bon, on a tremblé jusqu'au bout. Ouais. C'est vrai que ce soir, c'est un immense soulagement. Oui, soulagement aujourd'hui, mais la prochaine étape, évidemment, vous êtes un promu, ça doit être une satisfaction, évidemment, de rester dans l'élite la saison prochaine. Albi sera bel et bien dans le top 14. Oui, c'est une énorme satisfaction parce que
Au début de la saison, tout le monde disait le pari impossible, avec une équipe avec aucun joueur connu, avec des entraîneurs sans expérience, avec le plus petit budget de top 14, voire le 18e ou 19e budget professionnel. C'est vrai que pour nous, c'est une immense joie pour ce club qui a su garder ses racines amateurs. Et les joueurs partent dans 4 jours en vacances ensemble à Majorque. Dans un club professionnel, c'est très rare. On a gardé un peu ce côté qui a fait qu'en début de saison, on était un peu exotique, un peu intéressant, et qui a fait qu'on a été dérangeant par la suite. Mais je crois qu'on va continuer à garder cette particularité parce que c'est notre fonds de commerce. Il faut apprendre à grandir après dans le jeu, il faut apprendre à grandir dans nos structures, mais surtout garder cet esprit de corps qu'ont les joueurs. Et j'ai vraiment un groupe de joueurs extraordinaires. En tout cas, groupe de joueurs extraordinaires et performance aujourd'hui à la hauteur pour les joueurs d'Albi qui vont donc se maintenir dans le top 14 et la soirée festive évidemment de fait que commencer. N'en profitez pas Rodolphe, mais merci pour ces belles images de joie dans le vestiaire des Albigeois qui ont fait une superbe saison. Albi et Montauban, les 2 promus, ont réussi à se maintenir dans le top 14 pour la saison prochaine. Maintenu aussi, après avoir énormément redouté la descente pendant toute la saison. Brivistes et Bayonnais. Brive, Bayonne, Stéphane Le Goff est aux côtés du président de Brive, Patrick Sébastien. Bayonne a gagné à Brive, Stéphane, mais les 2 équipes sont maintenues. C'est évidemment la grande nouvelle du jour pour Patrick Sébastien. Effectivement, un président à mes côtés heureux, un président briviste très très content. Alors c'est vrai que le plus dur était fait, Patrick, il y a 15 jours quand vous avez gagné à Narbonne. Il n'y avait pas vraiment de pression, même si le pari, on l'a dit, on l'a répété, n'était pas gagné il y a 2 mois lorsque vous êtes arrivé au club. Ben, je ne peux pas en vouloir aux joueurs aujourd'hui d'avoir... On a fait ce qu'on a pu, mais ils savaient que... Ils avaient très peu de chance, et comme c'était le but, il y a 6 semaines, on aurait tous signé des 2 mains quand je suis arrivé pour rester en première division. C'était la seule chose qui nous importait. Donc aujourd'hui, en plus, comme les Bayonnais sont des gens sympathiques, il y a une vraie âme, un vrai public, tout le monde est content. C'est ce qui pouvait arriver de mieux à tout le monde. Alors je sais que votre projet, c'est un projet à long terme, hein. Vous n'étiez pas venu là pour 2 mois. Ça veut dire que vous allez continuer avec la même équipe d'entraîneurs. Est-ce que vous allez apporter aussi votre touche personnelle, notamment je passe à Laurent Saigne. On était venu surtout pour le futur, effectivement. Et puis tant qu'à faire, on s'est occupé du présent. On a fait monter Jean-Marie, il se trouve que ça a été une bonne chose. Oui, Laurent Saigne a quitté Castres, donc il rentrera effectivement en fonction le 1er juillet, mais il était déjà là. Et puis ça fonctionnera un peu comme l'équipe de France, avec Laurent Saigne manager. Pas entraîneur, mais manager, ou comme Guinoves, ou comme Laporte dans l'équipe de France, avec Laporte avec Brunel et Viviès, et nous, ça sera Soubira et Crespi, et le taulier, ça sera quand même Laurent. Ouais. D'accord. Alors, Brive, nouvelle formule, Brive, nouveau visage du président. Ouais, le nouveau visage, ça, c'est pas pour le match, je te rassure, c'est pour une plaisanterie, quelque chose pour moi, le bouquin que j'ai sorti sous un faux nom, et j'ai décidé maintenant de laisser repousser un petit peu tout ça, mais je vais pas les laisser, vous me verrez plus avec les cheveux blonds très longs et mal coiffés comme d'habitude. J'ai mis mon coiffeur en prison et c'est mérité. Et donc, on va faire une fête ce soir. Je suis content pour les joueurs, mais il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. On le savait quand on est arrivé. Franchement, quand j'ai pris le club, je pensais pas qu'on reste. Et j'étais pas le seul. Donc aujourd'hui, on va pas gâcher notre bonheur parce que c'était vraiment, maintenant je vais pouvoir dormir tranquille. Parce qu'autrement, la tâche aurait été très difficile de remonter de la seconde division. Merci Patrick. On regardera le résumé peut-être un petit peu plus tard. On reviendra ici à Brive avec évidemment peut-être Richard Dourte, le président, Salah et Gauthier qui sont heureux aussi. Je pense qu'Éric est ravi. En toute neutralité, mon cher Patrick, en tout cas bravo pour le boulot que vous avez fait à Brive avec François Duboisset. Le résumé, Stéphane, sera vite fait, il n'y avait pas d'essai comme me le rappelait Pierre Buet, mais vous nous remonterez des images tout à l'heure. On attend évidemment une réaction aussi des joueurs de l'Aviron bayonnais. On va aller maintenant sur le stade qui a permis à Brive et à Bayonne d'être soulagés aujourd'hui. C'est le stade Armandie d'Agen. C'est donc la grosse information de la journée avec la descente, avec la qualification de Biarritz pour les demi-finales, la victoire du Stade français à Agen. Paris, leader de bout en bout de ce top 14. Et vous apercevez Fabien Galtier et Fabrice Landreau aux côtés de Stéphane Etcheverry. Stéphane, on se demandait dans quel état d'esprit les Parisiens allaient aller à Agen. On a vu qu'ils avaient un état d'esprit conquérant à 8 jours des demi-finales.
Vous avez entendu, Stéphane? Oui, dans une configuration solide. Bien sûr, les Parisiens sont arrivés ici à Agen pour l'emporter, pour préparer au mieux, bien sûr, leur demi-finale de la semaine prochaine. Je suis aux côtés de Fabien Galtier et de Fabrice Landreau, le duo d'entraîneurs. On va peut-être voir ce qui s'est passé en images, bien sûr, avant peut-être d'avoir quelques réactions agenaises, car c'est l'une des infos du jour, bien sûr. Ce match bien attaqué d'ailleurs, par l'équipe du Stade français, sous cette énorme pression, bien sûr, pour les Agenais. Regardez l'image de Daniel Dubroca avant le match, seul pour les toutes dernières réflexions. Il y a eu mobilisation générale autour du club cette semaine, on en a parlé lors de la retransmission, et David Skrela qui profite à merveille de ce ballon, de ce vent, pour inscrire les 3 premiers points de la rencontre. Henri Broncan, qui est venu donc un petit peu en avance au chevet du club, ne peut que constater les dégâts. Les Agenais qui tentent de réagir tant bien que mal et apporter un peu de percussion là, avec Faunois, qu'on voit dans les 22 mètres bien libérer ce ballon sous plaquage de Rodrigo Roncero. Nicolas Morlaes derrière. Les Agenais sont menés 3-0. Nicolas Morlaes qui donne encore à Faunois, plus qu'à 2 mètres de la ligne d'en but maintenant de l'équipe du Stade français. Et la conclusion pour les Agenais, Laurent Cabari. L'essai n'est pas transformé, mais Agen, pour la première fois de la rencontre, après 25 minutes de jeu, mène au score. Et là, tout reste possible puisqu'Agen vient d'inscrire un essai. Mais rapidement derrière, David Skrela inscrit d'autres points. Le Stade français reprend l'avantage en menant 6 points à 5. La situation se complique pour Agen. Et vous voyez que déjà on y pense à la Pro D2 ou Top 14. On seront derrière tous pour le SUA. Et l'équipe du Stade français va ensuite dérouler, faire exactement ce qu'il a fallu faire cet après-midi pour l'emporter avec Juan Hernandez, bien sûr, cette percée qui décale Nicolas Jean-Jean, intérieur-extérieur sur Openis Ossoli-Boussa. Bravo à Nicolas Jean-Jean. Je suis dans le vestiaire du Stade français, donc il y a applaudissements général d'abord, bien sûr, pour cette action de Juan Hernandez. Fabien Galtier est d'accord avec moi, et c'est vrai, intérieur-extérieur sur Roupenis Ossoli-Boussa. Bien sûr, Nicolas Jean-Jean va garder cette image bien au chaud. Henri Broncan qui est là, qui a déjà compris que l'équipe d'Agen ne reviendrait pas, d'autant plus que Juan Hernandez recrochette encore une fois dans la défense des Agenais. Et la conclusion de cet essai, oulala, et oui, pour Mathieu Blin. Deuxième essai pour le Stade français, encore une fois la belle image de Juan Hernandez. Et sur le dernier défenseur, il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire assurer la conclusion pour Mathieu Blin et le Stade français qui vient s'imposer ici 18-5. Alors vous voyez que le public du stade a quitté Armandie 5 minutes avant la fin de ce match. Les larmes sur le visage de Pépito Lorga, énormément de déception également du côté de Jalil Darnissi. Et que dire de cette image, les larmes de Luc Lafort, car c'est vrai, c'est un monument du rugby français qui vient de basculer dans la Pro D2. Agen ne sera plus là et fêtera donc son centenaire en Pro D2 l'année prochaine. Le Stade français est donc qualifié, on le savait, Fabien. Paris affrontera Biarritz, mais c'est un match solide que l'équipe a livré ce soir. D'abord, il faut signaler qu'on a été en tête pendant 26 journées, de la première à la dernière, et que ce match était un match difficile pour nous. On connaissait le contexte, on savait que les Agenais jouaient leur survie. Je voudrais vraiment féliciter les joueurs pour leur attitude, pour leur match de très haut niveau dans des conditions très difficiles. Et voilà, pour clôturer cette première phase, pendant 26 journées. Deuxièmement, on a quand même à déplorer quelques blessures, donc je voudrais vraiment avoir une pensée pour Nani Corletto qui renaît très fort mais qui s'est fait une acromio. Steph Gla qui a un problème musculaire à ischio, et Augustin Pichot qui se fait mal, je crois, à la cheville. Pour le reste, on va oublier cette première phase et on va se préparer tranquillement pour un défi qui nous attend vendredi. Je crois qu'on tous à cœur d'être présents et d'être à la hauteur de notre saison. Il n'y a pas de bon, je crois que Pierre Lelem signale que Yann Chabenat, qui est avec vous à Armandie dans les couloirs, est avec le capitaine agenais Luc Laforgue. Yann, c'est à vous. Ouais, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans ces moments très difficiles. Le SUA en Pro D2, on va revenir d'abord sur le match. Comment vous avez joué cette rencontre? Il y a eu un moment où vous auriez pu prendre l'avantage. Finalement, c'est un contre parisien un coup de poignard dans le dos, et la défaite derrière. Oui, mais je crois qu'on fait une relativement bonne première mi-temps face au vent, où on tourne avec un point de retard juste. On est bien en place dans le match. Après, c'est vrai qu'on s'affole peut-être un peu trop vite, on essaie peut-être de marquer trop vite des points. Et on prend un contre bête, ça nous met un coup derrière la tête. Et voilà, on n'est pas assez fort en ce moment pour pouvoir relever la tête de suite et repartir comme si de rien n'était. Voilà, on n'y arrive pas en ce moment, donc c'est compliqué.
C'est encore très chaud, la relégation en Pro D2, là évidemment il va falloir quelques jours pour la réaliser, mais si on essaye d'analyser un petit peu sur cette année, quels sont les grands mots qui ont précipité la chute d'Agen dans cette deuxième division? Descente, c'est pas ce soir, même si comptablement, mathématiquement c'est ce soir qu'elle intervient, c'est pas ce soir qu'elle a eu lieu, quoi. Je crois que c'est le mal les plus profond depuis quasiment le début de la saison où il y a eu des problèmes avec les deux entraîneurs. Et voilà, eux ont été limogés à un moment donné. Je pense que pour la plupart des gosses de l'équipe, des joueurs, c'était trop tard déjà. Ça aurait dû être fait avant. Voilà, ils nous ont laissé un cadeau empoisonné sur 3 derniers matchs très compliqués. Et, voilà, on n'a pas réussi à relever le défi. C'est triste pour nous en premier joueur, et puis surtout pour Agen et pour toute la ville. Sur quelle valeur et sur quelle base le SUA peut-il rebondir l'an prochain? Dès l'an prochain, parce qu'évidemment on va vouloir remonter très vite. Mais sur les valeurs qu'Henri Broncan va véhiculer, c'est-à-dire le cœur, ce qu'il a fait avec Auch, c'est tout simple, il n'y a pas de secret dans le rugby. Je crois que ces valeurs-là, on les a perdues tout au long de l'année, et rien que sur 15 jours, là, on les a retrouvées avec lui. Donc voilà, la formule a marché avec Auch, mais je crois dur comme fer qu'elle marchera avec Agen aussi. Luc Laforgue d'être venu au micro de Canal+. La Ligue 1 a connu la relégation du Football Club de Nantes qui n'était jamais descendu. Agen, dans son histoire, n'était jamais descendu non plus en Pro D2. C'est fait, mais regardez ce tableau. Agen n'a été en position de relégable qu'une seule fois, c'est-à-dire après la dernière journée. Et aujourd'hui, évidemment, alors que des équipes comme Bayonne et Brive ont passé plus de la moitié du championnat en position de relégable, la relégation d'Agen est arrivée un peu par surprise après la 25e journée du championnat. On retourne rapidement avec Stéphane Etcheverry, Fabien Galtier et Fabrice Landreau. Stéphane, pour avoir peut-être notamment les avis des Parisiens qui rencontreront donc Biarritz à Bordeaux vendredi prochain en demi-finale. Ouais, Eric, je disais à Fabien qu'il n'y avait pas de bon, il n'y avait pas de mauvais tirage. Ça sera donc Biarritz. Première réaction, Fabien, sur ce tirage? D'abord, la première réaction, c'est je voudrais tirer un coup de chapeau à Agen. Il était hors de question pour nous de galvauder ce match. C'est la loi du sport. Ils se sont battus avec leurs armes. Maintenant, je suis déçu pour eux, bien évidemment. Tirer un coup de chapeau aussi à Albi et Eric Béchu, son entraîneur, pour la saison extraordinaire qu'ils ont fait. Ça a été très dur. Je voudrais les remercier. Et puis maintenant, on se tourne pour notre ligne droite. J'espère qu'elle sera longue. Maintenant, une demi-finale, vous savez, on ne choisit pas l'adversaire. Il s'avère que ce sera Biarritz, qui a beaucoup de qualité, qui est une très bonne équipe, double champion de France en titre, qui est encore là, malgré une saison parfois difficile, mais ils sont encore là. Il faudra compter avec eux, et je sais qu'ils seront présents vendredi. Fabrice, on parlait beaucoup, Fabien va passer son micro à Fabrice, on parlait beaucoup de la première ligne du Stade Français, des difficultés que vous avez eu à composer. Finalement, ça s'est pas trop mal passé, il y a de la ressource, il y a de la réserve. Moi, je crois qu'il faut rendre hommage à notre 5 de devant, bien épaulé par la troisième ligne, et puis à Pedro Ledesma qui revenait de blessure et qui a dû remplacer au pied levé Peter De Villiers. Voilà, je pense que ça a été son baptême du feu et s'en est bien sorti et on l'a félicité vraiment à la fin du match. Merci beaucoup, messieurs. Et donc on redit, c'est important parce que les Parisiens y tiennent. Le Stade Français est resté en tête de bout en bout de ce top 14. C'est un exploit qu'aucune équipe n'avait jamais réalisé. Les Parisiens donc premiers contre Biarritz, 4e en demi-finale à Bordeaux, vendredi 20h30 en direct sur Canal+. Biarritz s'est qualifié, on va aller voir les Biarros tout à l'heure. Perpignan n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. On va partir du côté d'Aimé Giral, retrouver Bertrand Guillemin à côté de l'emblématique Bernard Gouta. Bertrand. Et oui, on se sent tout petit, hein, Eric, dans les vestiaires de Perpignan à côté de Bernard Gouta. Juste derrière nous, le dernier maillot sang et or de Bernard Gouta, juste devant son casier, qui va devoir bientôt vider pour devenir l'un des co-entraîneurs des sang et or. Bernard, tout d'abord, vous n'êtes pas qualifié. Vous avez passé 13 journées dans le quatuor, qualifié pour les demi-finales. Et finalement, ça n'est pas passé aujourd'hui. Non, mais je ne pense pas que la qualification la manque aujourd'hui. Je pense que c'est dans les matchs précédents, c'est notamment un match à Brive où on ramène le nul alors qu'on a la victoire. C'est le match à Toulouse où, comme l'année dernière, pour se qualifier dans les 4 premiers, on a battu un concurrent direct. L'an dernier, ça a été Bourgoin. Là, on aurait pu le faire à Toulouse, mais voilà, on a fait plein de petites fautes. qu'il faudra se servir l'année prochaine pour pouvoir se qualifier pour une demi-finale.
Il n'y aura pas le grand frisson des demi-finales pour l'USAP et Bernard, mais en revanche il y avait le grand frisson à l'occasion de cette dernière journée ici avec la dernière sortie des vestiaires en tant que joueur pour Bernard, et ensuite il a pénétré sur la pelouse des Mégirales seul, accompagné de Pascal Baumati juste derrière et Michel Cognac, 3 joueurs qui vont tourner la page, qui ont été fêtés comme des rois par l'excellent public sang et or qui a répondu présent pour ce dernier match, qui a poussé jusqu'au bout ses joueurs. Voici l'émotion de Bernard. Bernard, c'est quasiment les larmes aux yeux, c'est très difficile ces moments-là quand même. Oui, parce que tu te dis que c'est la dernière fois que tu pénètres sur la pelouse, et c'est la dernière fois que tu joues avec tes copains, c'est la dernière fois que tu vois tes supporters t'encourager, et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Mais bon, je pense que pour moi la pilule est moins difficile à avaler, le passage est moins difficile aussi, dans la mesure où je vais encadrer, assister l'an prochain Jacques Brunel, notamment au niveau des avants. C'est vrai que je vais encore rester au club. J'ai encore une chance d'être champion de France avec l'USAP, et c'est pour ça que pour moi le passage est moins difficile que Pascal Baumati ou que Michel Cognac qui arrêtent définitivement. Et un passage difficile, vous en avez eu en début de match, vous avez été mené 6-0 jusqu'à cette délivrance avec l'essai inscrit par Jean-Philippe Grand-Claude après un gros travail en mêlée, mais il a fallu 20 bonnes minutes pour que vous puissiez enfin entrer dans la partie. Vous êtes ressaisi sur les bases, sur les fondamentaux avec une grosse mêlée, derrière la pression sur Louis Picamol qui échappe le ballon, et derrière c'est la conclusion pour Jean-Philippe Grand-Claude, et vous revenez donc dans la partie 7-6. Évidemment la course poursuite à distance avec Biarritz s'engage, il faut que vous marquiez absolument des essais, au moins 4 essais, la victoire avec le bonus est impérative. Alors derrière on ne tente pas les 3 points, on va jouer une pénale touche, on va se restructurer autour de Rimas Alvarez Kirelis, et c'est Sébastien Chaubet qui, poussé par toute la famille catalane, va s'effondrer dans l'embut. C'est le deuxième essai catalan peu avant la demi-heure de jeu, et à ce moment là on sent que la machine est bien lancée, devant c'est bien huilé, vous menez 14-6, et à ce moment là tout va bien, vous faites une démonstration de puissance. Les Montpelliérains se sont accrochés pendant une grosse demi-heure en défense, mais là ils commencent à sentir des signes de fatigue, ils commencent à baisser de pied les Montpelliérains, et c'est vrai que c'est très compliqué puisqu'ils sont menés 14-6 à la mi-temps, et ensuite ils essayent d'envoyer du jeu, ils essayent de produire beaucoup d'énergie avec Louis Picamol notamment. Thierry Pérez est seul, mais c'est vrai que les conditions climatiques sont très difficiles, on a du mal à envoyer du jeu. Les Montpelliérains ont longtemps dominé cette deuxième période avec notamment beaucoup d'occasions d'essai. Jacques Boussuche va être décalé, il va revenir à l'intérieur, il glisse, on vous le dit, la pelouse est très très humide, mais finalement au bout de cette action on va apprendre que Biarritz a inscrit les 4 essais face à Castres. On joue l'heure de jeu et là c'est terminé, c'est donc la délivrance pour Montpellier qui savoure son maintien, et vous c'est une victoire 14-9 pour une sortie, une fin de carrière à Aimé Giral, fêtée par l'ensemble du public. Qu'est-ce que vous allez retenir très rapidement de cette carrière immense? 94, c'était votre arrivée au club, qu'est-ce que vous allez retenir de toutes ces années passées? Je me suis toujours battu pour ce club. Ce que je vais retenir, c'est de bons moments que j'ai passés dans ce club, et c'est très difficile pour moi d'en parler maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'émotions encore. Et ce que je veux tout d'abord, c'est remercier tous mes éducateurs que j'ai eus depuis tout petit. Je veux remercier aussi Canal+ pour tout ce qu'elle fait pour notre sport. Je pense qu'elle valorise énormément. Je les remercie. Je remercie aussi ma famille qui m'a toujours soutenu, et voilà quoi. Merci beaucoup Bernard. Merci Bertrand. De Montpellier. Oui, Bernard Goutas sera entraîneur aussi l'année prochaine aux côtés de Jacques Brunel. Une réaction des Montpelliérains qui sont maintenus dans le top 14 avec Jérôme Pinault rapidement, parce qu'il y a le multifoot qui arrive et on doit aller à Biarritz aussi. Oui Eric, je suis dans le vestiaire de Montpellier. Alors tout vient de voler, les barres de céréales, les bananes. Je suis avec David Bartolossi. David, l'an prochain vous jouerez dans le top 14, c'est un énorme soulagement. Un énorme soulagement au vu de cette saison difficile, que ce soit mentalement et physiquement. Et c'est sûr que c'est un gros soulagement de jouer l'année prochaine dans le top 14. Voilà Eric, Montpellier donc se jouera l'année prochaine dans le top 14 et inaugurera son nouveau stade, le stade Yves du Manoir, avec un match du top 14. Et Canal+ y sera. Bravo aux Montpelliérains, autre équipe maintenue au bout du suspense, l'Aviron Bayonnais et Stéphane Le Goff aux côtés du capitaine Richard Dourte. Stéphane. Oui, avec Richard Dourte et un capitaine forcément heureux, jamais 203 avait dit le président Salah Goïti. C'est la 3e fois que vous vous sauvez lors de la dernière journée. Qu'est-ce qui prime aujourd'hui? Le soulagement?
Le mérite, je pense, parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, on est allé se le chercher. On a fait 5 premiers matchs avec 0 points. Et puis on a travaillé, on s'est resserré, on s'est ressoudé, je dirais. Et puis autour de pas mal de qualités et pas mal de vertus, et surtout du jeu, parce qu'on a produit du jeu, on a réussi à se maintenir et c'est largement mérité. Si vous deviez dire un mot au public qui est venu nombreux encore vous soutenir ici. Je pense que ce soir, il y a déjà 3 ou 4 000 abonnés de plus qui se sont inscrits à Bayonne. Non, pour être sérieux, je crois que les gens nous ont toujours suivis parce qu'ils ont toujours cru en nous. On a toujours cru à notre maintien parce que c'est ce que je disais aux joueurs quand on a repris les matchs retour. Si personne ne va y croire pour nous, il n'y a que nous qui pouvons y croire. Et c'est ce qui s'est passé. On est allé chercher cette victoire à Brive et puis bon an, mal an, on est quand même 8e à la fin. Voilà, vous êtes un peu l'âme de ce groupe et il faudra soigner forcément le début de saison l'an prochain, Richard. Bien sûr. Bravo aux Bayonnais, 5 matchs, 5 défaites en début de saison et qui finalement arrachent leur qualification. Le Pays Basque est content, il y aura encore des derbys Bayonne-Biarritz la saison prochaine. Bayonne est en top 14, Biarritz, champion de France en titre, est en demi-finale. Les Biarros sont revenus pour rester devant Perpignan. Frédéric Viard est aux côtés de Thomas Lièvremont. Quelque chose me dit qu'il va falloir se méfier de cette équipe de Biarritz en cette fin de saison. Frédéric. Oui, Eric, c'est peut-être d'ailleurs la première question qu'on va poser à Thomas. Est-ce que cette qualification assurée maintenant des Biarros va faire que cette équipe va être dangereuse? Je souris en même temps parce que ça va partir de tous les côtés, je pense. Oui, on est visé. Disons qu'on a une chance sur 4 pour être tout à fait... Est-ce que le fait de gagner comme ça, de se qualifier sur le dernier match, ne va pas vous regonfler et vous faire dire que ça y est, ça tombe, c'est sûr, que ça va être difficile d'aller chercher les Biarros maintenant? Ouais, je crois qu'il faut garder beaucoup d'humilité parce qu'on revient de loin et c'est vrai qu'on avait notre destin entre nos mains. Il fallait gagner aujourd'hui le point de bonus, on a su le faire, mais c'est vrai que maintenant on va aborder cette demi-finale sans pression, mais ça va être compliqué de battre ces Parisiens qui sont en tête depuis le début du championnat et qui veulent aller au Stade de France de nouveau. Je vous trouve très sage, très calme, très posé. Thomas, c'était pourtant votre dernier match à Aguilera. C'est pas votre retraite, hein. On a l'impression parfois que vous allez prendre votre retraite. Non, vous allez continuer à jouer à Dax. C'était votre dernier match à Aguilera. C'était un match difficile pour vous? Ouais, l'avant-match a été assez compliqué parce que c'est vrai, j'ai reçu beaucoup de marques de soutien, mais on avait quand même un objectif qui était de se qualifier pour les demi. C'est pas la fin de ma carrière, c'est pas la fin de la saison, donc je vais encore porter le maillot Biarro, au moins un match, j'espère 2, et puis après on verra. J'ai passé 7 ans magnifiques ici, donc je pars vraiment sans regret, mais avec beaucoup de bonheur. On a eu des images très émouvantes qu'on est en train de voir avec notamment tout le stade d'Aguilera qui vous a fêté comme le grand joueur que vous êtes. Ça restera d'ores et déjà comme un grand moment de votre carrière, ce dernier match ici. Ouais, les plus beaux moments, c'est quand on gagne et quand on joue. Mais vous avez gagné. Ouais, mais je crois que il y a 2 ans, on a fait un beau cadeau à Michel Gonzalez pour sa retraite. C'était d'aller au Stade de France et de remporter le bouclier. On peut rêver encore une fois que l'histoire se répète une fois de plus, même si je ne prends pas ma retraite, même si je vais jouer. Mais oui, d'accord. Voilà, il y a les enfants de Thomas qui lui proposent de boire du champagne. Thomas, vous allez jouer le Stade français en demi-finale. Vous êtes déjà dans ce match. Comment ça va jouer face au Stade français? Alors, ça va être très compliqué. Je crois qu'on n'a jamais joué un match contre Paris les mains au haut du guidon. On ne va pas faire de l'intox. Paris, c'est une grande équipe. C'est un groupe très performant et qui a l'habitude des phases finales comme nous. Donc ça va être un match très serré. La dernière fois qu'on a joué à Bordeaux contre le Stade français, on a perdu. Donc voilà, on va se préparer le plus sérieusement possible. On espère récupérer des blessés. On espère que tout le groupe va bien bosser pour pouvoir essayer d'accrocher les Parisiens. Merci Thomas, et vous serez en rouge et blanc la saison prochaine. Voilà, Thomas Lièvremont en rouge et blanc sous les couleurs de Dax, entraîné par son frère. Merci beaucoup Frédéric. Le tableau des demi-finales, vous l'avez dit, Biarritz retrouvera le Stade français à Bordeaux vendredi soir 20h30 en direct sur Canal+. Toulouse affrontera Clermont au Stade Vélodrome de Marseille 17h samedi en direct sur Canal+. On récapitule avant le multifoot les résultats de cette dernière journée du top 14 où vous voyez que les 3 premiers du classement, Paris, Toulouse et Clermont, ont gagné à l'extérieur et que Bayonne s'est imposé à Brive. Biarritz a assuré sa qualification en battant Castres. Montpellier a pris le bonus défensif à Perpignan. Albi a assuré également son maintien en dominant largement Narbonne qui était relégué. Le classement définitif, Paris, Toulouse, Clermont, Biarritz. Perpignan 5e et Bourgoin 6e joueront la Coupe d'Europe la saison prochaine. Agen et Narbonne sont relégués en Pro D2. Sachez que Dax et La Rochelle s'affrontent demain à Bordeaux pour savoir qui accompagnera Auch l'année prochaine en top 14. Fin
de ce jour de rugby après le multi-rugby. 700 personnes, 150 caméras, 17 cars régie mobilisés par l'équipe technique de Canal+ ce week-end pour le foot et le rugby. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Eric Bénard, maître de cérémonie du multifoot. Bonsoir Eric. Même suspense, même suspense, c'est-à-dire que c'est la dernière journée là pour le multifoot. Il y a 3 places à prendre. La 3e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, la 4e qualificative pour l'UEFA et puis l'Intertoto également. Énorme suspense. On parlera du successeur de Gérard Rouillet, on sera avec Jean-Michel Aulas, on ira à Marseille également avec Zinedine Zidane. Soirée exceptionnelle. Et Toulouse-Bordeaux. Et Toulouse-Bordeaux. Toulouse, bien sûr. Toulouse-Bordeaux, Lens et Rennes. Voilà, ce sont les 4 clubs qui prétendent à la 3e place. Merci Eric, bon courage à toute votre équipe. Nous on remercie Jean-Jacques Amselem, Christelle Zoz, qui était entouré évidemment par Pierre Buet, Jérôme Collin, Jean-Jacques Vervial dans la régie de Canal+. Le rugby c'est fini. Place au foot à la semaine prochaine pour les demi-finales et le premier test entre les All Blacks et l'équipe de France. Salut à tous. GMF, assurément rugby, assurément humain. Avec Orange World, suivez les meilleurs moments du top 14 et les plus beaux essais.